quand c'est un malade qui a plusieurs ECG, c'est important de connaître la chronologie justement de ces ECG-là. Et puis la deuxième des choses à regarder, c'est le voltage et la vitesse de déroulement. Il faut savoir que la vitesse des ECG standards, c'est-à-dire les trucs, la vitesse des mesures de référence, etc., c'est une vitesse à 25 millimètres par seconde et l'amplitude, c'est 10 millimètres pour 1 millivolt. Donc, ces deux-là, c'est les dérivations, on va dire, c'est les mesures standards. C'est-à-dire, pour avoir, par exemple, pour dire qu'il y a une hypertrophie atriale droite, par exemple, par définition, l'hypertrophie atriale droite, par exemple, c'est une onde P pointue qui dépasse 2,5 millimètres en amplitude. Mais il faut savoir que ce 2,5 là, millimètres en amplitude, c'est quand l'amplitude d'enregistrement, c'est 10 millimètres pour 1 millivolt. Parce que tout simplement, si vous avez 20 millimètres pour 1 millivolt, donc tout simplement, toutes les amplitudes de l'ECG vont être doublées fois 2. C'est-à-dire vont être doublées, donc ils vont être fois 2. Donc, quelque chose qui mesure réellement 2 millimètres, vous allez l'avoir sur l'ECG 20 millimètres pour 1 millivolt, vous allez l'avoir à 4 millimètres. Le contraire est vrai. Si vous avez 5 millimètres pour 1 millivolt, dans ce cas-là, les amplitudes, que ce soit de l'onde P, que ce soit des QRS ou de l'onde T, va être divisé par 2. Donc, c'est pour ça que c'est important de regarder le calibre de votre mesure. Est-ce qu'il est à 5, est-ce qu'il est à 10 ou bien à 20 millimètres pour 1 millivolt. Et le standard, bien sûr, c'est 10 millimètres pour 1 millivolt. C'est la même chose donc, faut savoir que le, le, donc le voltage, il va modifier les amplitudes. Donc, si j'ai un voltage grand, j'aurai des amplitudes surestimées. Et si j'ai un voltage petit, j'aurai des amplitudes sous-estimées. Voilà. Par contre, la vitesse, il faut savoir que la vitesse va modifier la largeur. C'est-à-dire, si vous avez une vitesse à 50 millimètres par seconde, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez toutes les largeurs doublées. C'est-à-dire, si j'avais une distance entre les QRS de 4 grands carreaux, si j'effectue un ECG à 50 millimètres par seconde, je peux avoir une distance entre les QRS de 8 grands carreaux. Si j'avais une largeur des QRS à 2 millimètres, j'aurais une largeur des QRS à 4 millimètres, c'est-à-dire tout est doublé par 2. Donc, si vous ne regardez pas votre vitesse de déroulement, vous allez dire que le patient a une bradycardie et vous allez dire que le patient a des QRS larges, or qu'il n'a ni QRS large ni bradycardie. C'est juste un problème de déroulement de votre vitesse de déroulement. Et puis, donc, une fois que vous avez vérifié ça, vous allez donc interpréter votre CG proprement dit. Donc, vous allez chercher tout d'abord les rythmes. Donc, vous allez chercher est-ce que c'est un rythme régulier ou non. Donc, si c'est un rythme régulier, OK. Donc, vous allez chercher est-ce que vous avez des ondes de P, c'est-à-dire est-ce que c'est un rythme sinusal ou non. Vous allez chercher votre onde P. Oui, ici par exemple, on a des ondes de P. Bon, bah, une fois que vous avez vos ondes de P, vous allez demander est-ce que donc vous allez essayer de répondre à 3 questions. Est-ce que, tout d'abord, vos ondes de P
sont positives dans les dérivations inférieures. Et dans la plupart des dérivations, mais surtout dans les dérivations inférieures, est-ce qu'elles sont positives? C'est-à-dire, dérivation inférieure, c'est quoi? C'est le D2, c'est le D3 et l'AVF, pardon. Donc, si elles sont positives, OK. Si elles ne sont pas positives, ça veut dire que ce n'est pas un rythme sinusal. Et puis, je vais revenir sur ça. Et puis, la deuxième, je préfère laisser cette question en dernier. Donc, la première question, c'est est-ce que toutes les ondes de P sont suivies de QRS? Ici, c'est le cas. Donc, voilà, onde P suivie de QRS, onde P suivie de QRS, P suivie de QRS. Donc, toutes les ondes de P sont suivies de QRS. Donc, ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que, parce que s'il y a des ondes de P qui ne sont pas suivies de QRS, c'est-à-dire il y a plus d'ondes P, donc c'est-à-dire les ondes de P, il y a plus d'ondes P que de QRS, dans ce cas-là, on est dans le cadre de bloc, c'est-à-dire il y a un blocage. Il y a des ondes de P qui sont conduites, et il y a des ondes de P qui sont bloquées. Donc on est dans le cadre des BAV. La deuxième question, est-ce que tous les QRS sont précédés d'ondes de P? C'est-à-dire, je regarde là, et bien tous mes QRS sont précédés d'ondes de P. OK, donc on est bien. Parce que si vous avez des QRS plus que d'ondes P, c'est-à-dire il y a des QRS qui ne sont pas précédés par des ondes de P, dans ce cas-là, on est dans le cadre des extrasystoles. Donc je répète, si vous avez plus d'ondes P, c'est-à-dire des ondes de P non suivies de QRS, donc ce cas-là, on est dans le cadre des blocs, on est dans le cadre des blocs atrioventriculaires, les BAV. Si vous avez plus de QRS que d'ondes de P, dans ce cas-là, on est dans le cadre des extrasystoles. Voilà, et dans les deux cas, ce n'est pas un rythme, enfin, ça dépend de la fréquence. Si une extrasystole, des extrasystoles, on est en rythme sinusal. Par contre, si toutes sont des extrasystoles, par exemple, sauf un QRS par exemple conduit par une onde de P, dans ce cas-là, ça peut être une fibrillation atriale, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails pour l'instant. C'est juste qu'il faut retenir que pour la plupart des QRS, mais tout, parce qu'on peut avoir des extrasystoles sur un rythme sinusal, mais il faut savoir que dans la plupart des QRS, il faut que les QRS doivent être précédés par des ondes de P et toutes les ondes de P, bien sûr, doivent être conduites. Et puis la troisième question, c'est justement l'axe de mon onde de P. Est-ce que les ondes de P TRI, elles sont positives en D2, D3 et AVF? Si les ondes de P sont positives en dérivation inférieure, ça veut dire que c'est un rythme sinusal. Et si les ondes de P TRI sont négatives en D2, D3, AVF, ça veut dire que c'est un rythme du sinus coronaire. Donc voilà la différence entre un rythme du sinus coronaire et un rythme du sinusal, c'est que le rythme sinusal, les ondes de P sont positives dans les dérivations inférieures et dans le rythme du sinus coronaire, les ondes de P, elles sont négatives dans les dérivations inférieures. Et puis, donc, une fois que j'ai dit, par exemple, que les ondes de P tarifient les ondes de P sinusales, je vais regarder la largeur et l'amplitude. Il faut savoir que la largeur normale de l'onde de P, elle est inférieure ou égale à 3 mm. 3 mm, c'est 120 millisecondes. Et l'amplitude normale, c'est 2,5 mm inférieur à 2,5. C'est-à-dire, si j'ai une onde P large qui dépasse les 3 mm, dans ce cas-là, il faut savoir que c'est une hypertrophie atriale gauche ou bien un bloc interventriculaire. Et si j'ai une amplitude des ondes, une amplitude de mon onde P qui dépasse les 2,5 mm,
Dans ce cas-là, il faut savoir que c'est une hypertrophie atriale droite. Donc la morphologie normale maintenant, donc on reste toujours dans le CG normal, c'est une amplitude inférieure à 2,5 mm et une largeur inférieure à 3 mm, c'est-à-dire inférieure à 120 millisecondes. Voilà. Une fois que j'ai regardé mes ondes de P, je vais regarder mon espace PR. Alors il faut savoir que mon espace PR, il doit être inférieur à 200 millisecondes, c'est-à-dire inférieur à 5 mm. Et il faut savoir que l'espace PRTI, il se mesure du début de l'onde P jusqu'à l'onde P ou bien l'onde Q. Donc voilà l'espace PRTI. Donc c'est comme ça qu'on le mesure. Donc du début de l'onde P jusqu'à... donc l'espace PR, c'est celui-là. C'est le début de l'onde P jusqu'à soit l'onde R, soit l'onde Q. À la حساب les QRS. Donc ça, c'est l'intervalle. Donc PR. Et comme on a dit, il est censé être entre 3 et 5 mm, c'est-à-dire entre 120 et 200 millisecondes. Si il est inférieur à 3 mm, on dit que le PR est court, donc ça peut rentrer dans le cadre du syndrome de Wolff-Parkinson-White. Et si vous avez un PR supérieur à 5 mm, dans ce cas-là, on parle d'un PR lent et ça rentre essentiellement dans le cadre des BAV de premier degré. Puis, une fois que donc, on a terminé avec notre intervalle PR, on va regarder notre segment PQ. Donc, la différence entre le PR et le PQ, c'est que le PQ se mesure de la fin de l'onde P jusqu'au début du QRS. Donc tout à l'heure, donc celui-là, c'est le PQ et celui-là, c'est le PR. Donc la différence, c'est que le PR, on le mesure depuis le début de l'onde P, le PQ, on le mesure depuis la fin de l'onde P. Et puis, on va, donc une fois qu'on a Donc, une fois qu'on a regardé notre intervalle PQ, donc là, l'espace PQ, pardon, on regarde essentiellement est-ce qu'il est sous ou bien non. Est-ce qu'il est sous-décalé ou bien il est normal. Il faut savoir qu'il est sous-décalé essentiellement dans les péricardites aiguës. Donc, c'est un signe qui est très évocateur d'une péricardite aiguë. Quand vous avez un sous-décalage diffus de segments de l'intervalle, de segments justement PQ. Et puis, une fois qu'on a regardé ça, on va partir à nos QRS. Donc, quand on aborde nos QRS, il y a plusieurs choses à regarder. Les QRS, il y a encore plusieurs choses à regarder. La première des choses, est-ce qu'il n'y a pas d'inversement d'électrodes? Donc, comme on a dit tout à l'heure, il faut regarder dans les précordiales, est-ce que les ondes de R, elles grandissent bien et elles ne sont pas donc des fois grandes, des fois petites. Ici, par exemple, c'est le cas. Donc, vous avez l'onde R ici, elle grandit un peu, elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Donc, mon onde R, elle grandit de V1 jusqu'à V5. Donc, c'est un aspect qui est tout à fait normal. Avec l'onde S qui grandit de V1 jusqu'à V2, de V2 jusqu'à V6, elle va diminuer d'amplitude. C'est-à-dire mon onde S la plus grande, elle se situe en V2, elle va diminuer jusqu'à ce qu'on aille une petite onde S en V6 ou bien une absence d'onde S. Ça dépend des usages. Donc ici, c'est un ECG normal, il n'y a pas d'inversement d'électrode. Et puis, on va aller dans les dérivations périphériques justement pour voir aussi est-ce qu'il n'y a pas d'inversement d'électrode périphérique. Donc, on va regarder tout d'abord notre AVR. Il faut savoir qu'en AVR, il faut que tout soit négatif. Donc, il faut que l'onde P, le QRS et l'onde T soient négatifs parce que si vous avez une onde P, un QRS et une onde T positif en AVR,
c'est-à-dire que vous avez inversé votre électrode. Donc, ça, c'est la première astuce. Donc, vous regardez votre ABR. Est-ce que tout est négatif? Donc, ça va. Et tout est positif en ABR, ça veut dire que vous avez inversé vos électrodes périphériques. Et puis, l'autre astuce, il faut regarder votre D1, est-ce qu'il ressemble à V6? Donc, si le D1, l'aspect du QRS, le D1, il a la même morphologie que le QRS du V6, donc vous n'avez pas inversé vos électrodes. Si ils n'ont pas le même aspect, c'est-à-dire V6, il est comme ça, et vous avez votre D1, par exemple, comme ça, négatif. C'est-à-dire, vous avez un QRS positif en V6 et un QRS négatif en D1, ça veut dire qu'il y a eu un inversement d'électrodes périphériques. Donc, voilà pour la deuxième des choses. Et puis, la troisième des choses, on va regarder les QRS terna, est-ce qu'ils sont larges ou non. Il faut savoir que les QRS larges, c'est quand la largeur du QRS dépasse les 120 millisecondes, c'est-à-dire dépasse les 3 mm en largeur. Donc, si vous avez un QRS de 3 mm au plus, on dit que le QRS il est large. Si vous avez moins de 3 mm, on dit que le QRS n'est pas large. Voilà. Donc, une fois que vous avez la largeur de vos QRS, bien sûr, si c'est du QRS large, il faut chercher pourquoi. On va voir tout ça dans les troubles de conduction, Inch'Allah. Donc, une fois que vous avez répondu à cette question, on va partir à la dernière question, c'est l'axe de vos QRS. Est-ce que c'est un axe qui est normal? Est-ce que c'est un axe qui est droit ou bien c'est un axe qui est gauche? Donc, pour ça, on va pas, je vais continuer donc l'interprétation de donc les étapes d'interprétation, puis on va revenir sur l'axe, Inch'Allah. Donc, pour l'instant, on va dire que l'axe du patient il est normal. Il y a une petite astuce très pratique pour savoir est-ce que votre axe il est normal ou non, c'est de regarder le QRS en AVF et de regarder le QRS en D2. Si le QRS est positif en D2 et il est positif en AVF, c'est-à-dire votre axe il est normal. Si vous avez un QRS positif en D2 et négatif en AVF, c'est-à-dire vous avez un axe qui est hyper gauche. Et si vous avez un axe, pardon, pas le D2, D1, pas le D2, D1. Donc on regarde le D1 et on regarde le AVF. Donc si vous avez un QRS positif en D1 et positif en AVF, donc vous avez un axe normal. Si vous avez un axe positif en D1 et négatif en AVF, donc c'est un axe qui est hyper gauche. Et si vous avez un QRS négatif en D1 et positif en AVF, c'est un axe qui est hyper droit. Je vais vous expliquer ça juste après, Inch'Allah. Et puis, si vous voulez en quelque sorte plus de détails sur votre axe de QRS, où est-ce qu'il se situe exactement, il faut regarder le QRS, l'onde R, la plus ample dans vos dérivations périphériques. Ici, par exemple, mon onde R la plus ample, elle se situe en D2. Donc l'amplitude de D2, de l'onde R en D2, c'est la plus importante par rapport aux autres dérivations. Donc, je sais que mon axe de QRS, il est le plus proche de D2. Donc, c'est un axe qui est sur D2. Mais ça, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est de savoir est-ce que votre axe il est normal ou non. Donc, vous pouvez simplement retenir uniquement s'il est positif en D1 et il est positif en AVF, donc il est normal. Votre axe, donc, il est normal. Une fois que vous avez terminé avec vos QRS, vous allez regarder donc votre repolarisation. Et vous allez regarder votre segment ST. Est-ce qu'il y a un sus-décalage? Est-ce qu'il y a un sous-décalage? Donc, c'est ça les deux questions que vous allez chercher.
Donc, par exemple, ici, il n'y a pas de sus-décalage sur cette ECG-là. Par contre, il y a un léger sous-décalage un peu diffus. Par exemple, il est plus visible en D2. Par exemple, si vous remarquez bien ici, en D2, il y a un sous-décalage, mais il faut savoir que ce sous-décalage, il est très physiologique. Il est tout simplement, il est dû tout simplement à la repolarisation atriale. Il faut savoir que la repolarisation atriale a un aspect, pas comme on a vu avant, comme on a par exemple étudié en cardiologie, que la repolarisation atriale n'apparaît pas sur l'ECG. Il faut savoir que c'est faux. La repolarisation atriale peut apparaître sur l'ECG d'une manière, donc avec une légère négativité. C'est-à-dire, si j'ai une onde P comme ça, juste après, j'aurai une légère donc, dépression comme ça, un léger sous-décalage qui est dû, donc, celui-là, c'est la repolarisation atriale. Voilà. Donc, quand cette repolarisation atriale-là, elle apparaît, elle est mélangée au segment ST, vous aurez ça. Donc, vous aurez votre onde P et vous aurez comme ça un sous-décalage comme ça, mais ce sous-décalage-là, il est tout simplement dû à la repolarisation atriale. Et comment le reconnaître? Déjà, il est concave comme ça, c'est un segment ST- donc qui est concave, c'est-à-dire il n'est pas droit comme ça, il n'est pas raide. Il faut savoir que les sous-décalages ischémiques, ils sont comme ça, ils sont très droits, ils sont raides. Par contre, celui-là, il est souple parce qu'il descend comme ça en bas, il monte. Donc, comme une petite cupule, pardon. Et puis, le deuxième astuce pour savoir, c'est que vous allez voir que il continue avec le segment PQ. C'est-à-dire, il y a une continuité Docteur, entre le PQ et le ST. Oui, vous pouvez répéter la dernière notion, s'il vous plaît, j'ai pas bien entendu. là, La dernière notion concernant la concavité du segment ST. oui. Donc, pour la concavité du segment ST, je vous ai dit que quand c'est une repolarisation atriale, vous allez la trouver comme ça, concave. Donc, concave comme une petite cupule comme ça. Par contre, quand c'est un segment ST moins ischémique, vous allez trouver comme ça. Il est très raide, il est très plat. Donc, les ischémies, ça donne des ST moins comme ça, généralement. Ça donne des ST qui sont très plats. On va dire qu'ils sont raides, ils ne sont pas souples. Par contre, celui-là, si vous remarquez bien, il est en aspect de cupule et il est en continuité avec le segment PQ. Donc, le PQ et l'ST, ils sont comme ça, en continuité. C'est-à-dire comme si on voit une continuité entre les deux. Donc, c'est pour cela qu'on sait directement qu'il s'agit d'une repolarisation atriale et non d'une ischémie myocardique. D'accord, merci. Voilà. Donc, une fois que vous avez regardé ça, vous allez voir vos ondes de T. Est-ce qu'elles sont positives ou elles sont négatives? Là, elles sont toutes positives. Il faut savoir que les ondes T négatives en V1 sont physiologiques et parfois même en V2. Voilà. Euh, voilà. Donc, une fois que vous avez terminé, donc, comme ça, vous êtes sûr que vous avez vu tout votre CG. Et puis, la dernière mesure à effectuer, c'est l'intervalle QT. Donc, ça se mesure depuis le, donc, le début de l'onde Q jusqu'à la fin de l'onde T. Donc, celui-là, c'est le QT. Et puis, une fois mesuré en millimètres, donc on peut le mesurer en millimètres, il faut savoir que le QT doit être indexé selon la fréquence cardiaque. Euh, et il faut savoir que des fois, il est difficile à mesurer, mais on va voir justement ça dès qu'on entame les intoxications, Inch'Allah. Je vais vous montrer comment mesurer l'intervalle QT d'une manière la plus, on va dire, sûre possible et justement comment l'indexer par rapport à la fréquence cardiaque parce que parmi les choses les plus modifiées dans les ECG toxiques et métaboliques, c'est justement l'intervalle QT.
Si tout est clair, on va aborder la dernière chose qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah, c'est l'axe cardiaque, qui est une chose très très importante, tout ce qui est vecteur et tout, parce que ça aide beaucoup à la compréhension euh, donc de votre, c'est-à-dire à comprendre et à ne pas apprendre tout ce qui se passe au niveau cardiaque. Est-ce que vous avez des questions? Et est-ce que tout est clair pour l'instant? Oui, docteur, c'est tout est clair. Oui, c'est clair, merci. C'est très bien. Donc maintenant, je vais trouver un truc. Voilà. Alors maintenant, on va aborder donc, on va dire pour moi, dans les généralités, c'est la section la plus difficile à comprendre, mais si vous comprenez, on va dire le concept de cet axe cardiaque-là, euh, tout va devenir difficile en question de vecteurs, etc. Donc il faut savoir que l'ECG, donc l'ECG, il regarde donc le cœur, comme vous savez, il est en 3 dimensions. Par contre, l'ECG en lui-même, il faut savoir qu'il regarde le cœur en 2 dimensions. Donc on voit le cœur en dimension, en 2 dimensions. On le voit dans le plan frontal et on le voit dans le plan horizontal. Donc pour des dérivations frontales, si vous remarquez comme ça, donc ici vous avez le cœur, vous avez l'aorte derrière,